BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19. Premier invité, c'est Bertrand Dumazy. Il est le PDG d'Edenred. Bonsoir Bertrand Dumazy. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Vous avez retrouvé le sourire parce que vous avez publié votre Q1, comme on dit. C'est plutôt des bons chiffres. C'est même supérieur un peu aux attentes. On y reviendra. Mais surtout, vous avez effectué une remontada dans votre cours de bourse parce qu'on sait que l'année était un peu dure. Vous êtes sorti du CAC 40. Vous nous direz si votre espoir, c'est de revenir bientôt dans le CAC 40. Je voudrais vous interroger évidemment sur l'évolution de votre groupe, mais peut-être d'abord parce que vous êtes on peut dire un très bon témoin, baromètre du climat des affaires. Là, il y a eu des chiffres qui ont été très mauvais en France, notamment l'indice PMI qui montre que l'activité est au plus bas depuis 14 mois. Est-ce que vous le ressentez? Parce qu'on va rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, Edenred, c'est évidemment les titres restaurants, mais c'est beaucoup d'avantages aux salariés. Donc en fait, quand une entreprise emploie quelqu'un, elle fait appel à vous, et à la limite, quand elle renvoie quelqu'un, elle fait aussi appel à vous. Donc, qu'est-ce que vous observez de là où vous êtes? Alors, d'abord, où sommes-nous? On est présent dans 45 pays, sur tous les continents du monde. Donc, cette observation est très fine par géographie, et on sert 60 millions de salariés dans le monde comme leader, comme vous l'avez dit, des avantages aux salariés. Donc, en fait, on voit chez chacun de nos clients, qui sont des employeurs, l'évolution, en fait, de leurs salariés. Et il est vrai que partout dans le monde, mais plus particulièrement en Europe, et c'est la première tendance, le taux de chômage augmente. Donc nous, on voit dans nos portefeuilles, sur une cohorte historique, un peu moins de salariés à servir. Donc ça, on a un taux de chômage qui augmente, et particulièrement en Europe. La deuxième chose qu'on observe, c'est une très grande fébrilité par rapport au pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, en fait, l'inflation, le dentifrice est sorti du tube. Vous n'êtes pas sans savoir que, en fait, l'inflation, depuis la fin du Covid, l'inflation alimentaire est de l'ordre de 25% et on prévoit 5% de plus avec le conflit au Moyen-Orient. Et donc, on a face à nous des employeurs et des salariés qui sont très concernés en fait par l'évolution du pouvoir d'achat. Et comme notre métier, c'est de donner du pouvoir d'achat alimentaire, on le voit et on le constate tous les jours. Cependant, il y a des différences par zone géographique. C'est particulièrement fort en Europe, ça l'est moins aux États-Unis et en Amérique latine. Aux États-Unis, il faut reconnaître qu'ils ont un train d'inflation depuis quelques années, donc rien de nouveau sous le soleil. Et en Amérique latine, c'est des pays qui vivent avec beaucoup d'inflation depuis très longtemps. Donc en fait, c'est un peu la vie normale sur le continent d'Amérique du Nord et du Sud. C'est nouveau et c'est revenu en Europe. Et en Asie, en revanche, l'inflation est bien sous contrôle. Oui, bien sous contrôle. Et si on regarde, si on fait un focus un peu plus détaillé sur l'Europe, évidemment, parce que nous sommes en France, qu'est-ce que vous observez sur la France? La France, on observe de manière peut-être un peu plus aiguë. Premièrement, on va voir la remontée malheureusement du taux de chômage, puisque nous, on le voit dans le nombre de salariés qu'on sert, en fait, des portefeuilles qui se restreignent. Et ça touche d'abord, en fait, les stagiaires, les CDD, le travail temporaire. Donc, les grandes agences de travail temporaire sont toutes clientes d'Edenred et en fait, elles emploient moins de personnes aujourd'hui qu'elles ne faisaient il y a un an. Et la deuxième chose, c'est que tous les sondages le montrent, mais on le voit dans les populations qu'on sert, la première inquiétude des Français, c'est le pouvoir de vivre et de pouvoir vivre correctement avec le premier sujet qui est le pouvoir d'achat alimentaire. Oui. On reviendra aussi sur la réforme justement des titres restaurants, parce que maintenant que c'est dématérialisé, on dit plus les tickets restaurants, on dit les tickets restaurants, c'est ma marque. Oui, c'est votre marque, mais maintenant on dit, pour nous, c'est des titres restaurants. Ça, on verra, parce qu'il y a la possibilité de l'utiliser le dimanche. Oui. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 20% des Français aujourd'hui qui peuvent utiliser leur ticket restaurant le dimanche. Pourquoi? Parce que le ticket restaurant, c'est en fait l'équivalent de la cantine pour ceux qui n'en ont pas. Et quand on travaille le dimanche, l'employeur donne accès au ticket restaurant le dimanche, comme si j'allais travailler, j'avais une cantine. Donc déjà, il y a 20% des travailleurs français qui peuvent l'utiliser le dimanche sur dérogation. Est-ce que c'est une bonne idée?
d'élargir. En tout cas, c'était une des propositions Oui, moi je pense que c'est une bonne idée de gouvernement. moderniser, mais il faut quand même garder en tête, et c'est très important, l'objet social du ticket restaurant. C'est du pouvoir d'achat alimentaire au travail. Et c'est le chef d'entreprise qui finance ce pouvoir d'achat alimentaire pour au moins 60%. Donc si on dénature un peu trop son usage, Ouais. à un moment, le chef d'entreprise pourrait dire, moi je suis là pour te payer de l'alimentation au travail et pas en dehors du Oui. travail. Pour ta famille, oui. Ouais, alors le dimanche, pourquoi pas, mais il faut faire très attention à ne pas le dénaturer, parce que si on dénature le pouvoir d'achat alimentaire au travail, c'est un avantage social qui pourrait disparaître. Donc, oui à la modernisation, non à la dénaturation de l'objet social. Donc, en résumé, vous êtes contre. En résumé, Non, mais pour appeler un chat un chat. appelons un chat, Oui. je suis neutre. Ouais, Mais c'est si une réponse c'était de moi, Normand. Oui. mais si c'était moi, je pense que le Voilà. dispositif actuel est suffisant. Oui. Voilà, donc vous êtes contre. Bertrand Dumazy, on va revenir quand même, parce que c'est intéressant de voir, surtout avec derrière, on l'a dit, votre titre a repris des couleurs, il en avait grandement besoin. Là, vous avez révélé votre revenu pour le premier trimestre, donc c'est 730 millions, hein, c'est Oui. ça. C'est un peu plus qu'attendu. Qu'est-ce qui fait que ça a été justement dans ce contexte? Alors le contexte, le mauvais contexte international, Oui. c'est qu'à partir du 28 février. Mais qu'est-ce qui fait que justement ça a progressé? Oui. Alors, le premier facteur de croissance, c'est que notre deuxième ligne de produits, qui s'appelle les solutions de mobilité, on est le leader mondial en fait des solutions de carte essence et de carte énergie. En fait, ces solutions ont énormément de traction partout dans le monde. Et donc, cette ligne de produits a cru de plus de 10% en fait sur le premier trimestre, à l'image de ce qu'on avait produit aussi en 2025. Donc, c'est la continuité de la pénétration de nos solutions. Et ça, il y a derrière ça un élément qui est l'électrification des flottes. Quand vous avez une carte ou une application Edenred, vous avez accès à 1 million de bornes de recharge, par exemple, en Europe. Et en fait, l'électrification du parc amplifie l'utilisation de nos solutions. Vous avez vu que le Premier ministre a justement révélé son plan d'électrification avec 22 mesures, notamment évidemment de pousser l'achat de véhicules électriques, et notamment pour les flottes et pour les entreprises. Est-ce que vous l'observez? Alors, nous, on l'observe et on est en plein dedans. C'est-à-dire Ah oui. qu'un des gros facteurs de croissance d'Edenred, c'est des solutions d'électrification des flottes. Donc, si vous faites appel à Edenred partout en Europe, on va vous aider, vous, en tant qu'entreprise, à installer les bornes. On va mettre derrière les solutions logicielles qui vont vous permettre de les maintenir, mais aussi de les consolider. C'est-à-dire vous êtes un gestionnaire de flotte et vous avez sur votre téléphone portable l'ensemble de la consommation par véhicule, sachant que les gestionnaires de flotte vont avoir pendant très longtemps une flotte qu'on dit hybride, c'est-à-dire des véhicules électriques et des véhicules thermiques. Et donc la consolidation, l'accès aux bornes, mais la consolidation de la consommation est très recherchée par nos clients d'entreprise. Et là, justement, la carte essence, est-ce que vous voyez des entreprises qui disent attendez, vu l'augmentation des prix à la pompe, je les retire? Est-ce que, enfin, quel mouvement? C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Et c'est pour ça qu'on est en croissance de 10%. C'est-à-dire quand vous avez une carte essence. Même là, même en ce moment. Parce qu'en fait, une carte essence, elle vous permet de faire quoi? En tant que gestionnaire de flotte, de contrôler qui dépense quoi et quand. Et la nature humaine est assez créative et parfois elle n'utilise pas l'essence à bon escient. Puis surtout, la deuxième chose, c'est que vous avez accès, avec les cartes essence Edenred, à un prix au litre moins important. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à des réseaux alternatifs où le prix de l'essence est moins cher. Et c'est pour ça que le contrôle plus un accès au litre sur un prix au litre qui en gros a augmenté de 20%. Rend nos solutions encore plus critiques pour les gestionnaires de flotte. Oui. Vous confirmez vos objectifs pour 2026 ? Oui. Est-ce que c'est pas un peu audacieux? Parce que c'est vrai que pour l'instant, tout le monde navigue un peu à vue. Alors, on navigue à vue et on a donné une fourchette un tout petit peu large. Donc, mais quand on regarde la bonne traction qu'on a eue sur le premier trimestre, dans la continuité de ce qu'on avait avant, on est confiant dans notre capacité à réaliser cela. Oui, y compris là pour le coup en France, en Europe. La France représente combien encore aujourd'hui? La France fait 14% du chiffre d'affaires du groupe. Oui. Petit. Petit mais costaud. Oui, l'Europe 40. L'Europe fait 60% du chiffre d'affaires du groupe. Oui. D'accord. On parlera de l'Italie qui a une sorte d'épine dans le pied, dans votre pied tout à l'heure. Est-ce que quand on regarde l'impact que ça a eu sur votre cours de bourse, donc vous avez pris 4%, oui. vous avez eu
je crois que vous en êtes tout fiers, ça vous fait du Ah bien. non, Je vais le dire à ouais, votre place, ouais, 17 séances oui. de hausse. Ça vous donne quoi comme envie de revenir dans le CAC 40? On va expliquer que justement à cause de l'Italie, où l'Italie a eu un plafonnement de vos commissions, Oui. du coup ça a plombé très lourdement votre titre qui a perdu, je crois, une séance 15% de Oui. mémoire. Et donc, du coup, vous êtes sorti du CAC 40. Oui. Et là, vous dites quoi? Vous dites, on D'abord, va y retourner quand? non, C'est quoi vos- ouais, d'abord, je pense à Jacques Chirac, qui avait cette expression merveilleuse qui disait méprisez les hauts, reprisez les bas. Donc nous, on est en train de repriser tranquillement, c'est-à-dire que trimestre après trimestre, la croissance d'Edenred continue et donc les marchés financiers comprennent que même si il peut y avoir un changement régulatoire avec un reparamétrage, le groupe Edenred est présent dans tellement de pays avec tellement de lignes de produits différentes qu'on est capable de compenser. Et donc, c'est la redécouverte de la résilience d'Edenred. Donc, nous, on reprise nos bas avec cette démonstration de la résilience d'Edenred. Deuxièmement, le CAC 40 n'est pas un objectif en soi. C'est-à-dire que... Ah, quand même, vous voyez bien que ça a un impact quand même très fort sur votre action, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que notre métier, c'est d'investir. Notre métier, c'est de développer Edenred. Et si on fait ça bien, alors, sur le long terme, la valorisation boursière traduira la valeur économique que nous créons. Vous connaissez l'autre expression aussi de Jacques Chirac qui disait les emmerdes, ça vole en escadrille. Hein. Donc, vous avez connu ça là parce que vous avez eu... L'année 2025 a été très chiracienne. Très chiracienne, on va dire. Tiens, allons-y tout de suite, on parlera de votre plan Amplify ensuite, s'il faut modifier ou pas. Alors, en Italie, vous avez connu des déboires très importants, avec un plafonnement de votre commission. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en fait? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on est reparti... Et pas de langue de bois, parce qu'on... Non, ce qui se passe, c'est qu'on est reparti en croissance. Oui. En fait, le gouvernement italien est très attaché au ticket restaurant. Il nous a toujours dit, on en veut plus. En revanche, c'est déséquilibré entre ce que les entreprises payent et les marchands payent. Donc, il faut que les employeurs payent plus dans le système que les marchands. Le système s'était déséquilibré depuis 50 ans. Donc, ils ont pris cette mesure en disant... Je rappelle quand même que l'autorité italienne de la concurrence a ouvert une enquête contre vous avec un motif soupçon d'abus de position dominante. Alors, ça, c'est un autre sujet. Oui. Mais sur le premier, c'est le gouvernement a reparamétré le système pour lui donner, en fait, une très grande pérennité. Le reparamétrage, il est douloureux au départ pour Edenred et les autres acteurs du marché. À moyen et long terme, il est très bon. C'est-à-dire que ça y est, on a des règles claires. On va pas très bien. Oui, alors vous avez raison. Il est très bon parce que vous avez des règles claires, mais en même temps, elles ne sont pas bonnes pour vous. Pour l'instant. C'est-à-dire que maintenant, avec ces règles, l'employeur va payer une quote-part supérieure à ce qu'il payait avant, et la dynamique du marché italien sur les avantages aux salariés va continuer. Pourquoi ? Parce que le marché est très sous-pénétré. Vous avez à peu près, sur les entreprises de taille moyenne, 2 fois moins de pénétration en Italie qu'en France. La deuxième chose, c'est que dans le même temps, le gouvernement italien a dit on veut donner plus de pouvoir d'achat alimentaire au travail aux Italiens et ils ont augmenté la valeur faciale de 25%. D'accord, mais si je reprends les reproches quand même, ce qu'on vous a reproché... Hein, alors cette opération m'a coûté 120 millions d'euros. Oui, quand même. Soupçon d'abus de position dominante sur les titres repas. Vous auriez mis en place une stratégie complexe pour transférer des coûts injustifiés vers les grandes chaînes de distribution. Et puis, changement unilatéral des modalités d'acceptation des vouchers électroniques. Bon, la liste est un peu plus longue, je vais peut-être m'arrêter là. Ça y est. Oui, là c'est des gros points noirs. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'a fait votre filiale italienne? Alors, ce qu'a fait notre filiale italienne, c'est quand le gouvernement a dit désormais pour les marchands, c'est 5% et pas plus. En fait, le gouvernement italien a pris une partie du sujet parce qu'un contrat commercial avec un distributeur, il y a un prix de transaction, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a des délais de remboursement et il y a des frais d'intégration. À partir du moment où ça n'est que 5%, le patron italien, fort justement, ne peut plus offrir les frais d'intégration. Et donc, il facture le prix du marché, désormais, des frais d'intégration de nos systèmes dans les systèmes de caisse. Elle est où? C'en est où, cette enquête? Alors, c'est le tout début, c'est-à-dire que l'autorité a dit « je vais regarder ». On est parti pour 5 ans d'un débat très technique. Parce que l'angle qui est utilisé, c'est un abus de position dominante. Ce qui est très technique,
puisque est-ce qu'on a une grosse part de marché en Italie? La réponse est oui, nos clients nous plébiscitent. Est-ce qu'un retailer dit, en fait, ils me l'ont imposé, je n'avais pas le choix? On a un avis très différent là-dessus et le juge décidera. D'accord, 120 millions, c'est ce que ça vous a coûté? Alors non, ça c'était Voilà. ouais. Oui, allez-y. 120 millions, c'était le reparamétrage du système. Oui. Et est-ce que sur 2026, qu'est-ce qui va se passer? Alors, sur 2026... Quel impact ça aura sur 2026? Alors, ces 120 millions, c'est 60 millions en 2025, 60 millions en 2026. Mais si on enlève ça, on est en croissance à 2 chiffres en Italie. Et croissance en 2 chiffres, encore une fois, parce que nos produits sont plébiscités en tant que pouvoir d'achat alimentaire au travail. Et puis, on a d'autres lignes de produits. C'est-à-dire qu'on fait aussi des solutions qu'on appelle de welfare, c'est-à-dire de bien-être, qui sont en croissance encore plus forte. Et puis, on a des solutions de mobilité, donc nos fameuses cartes énergie, qui sont aussi en croissance à 2 chiffres. Il y a aussi le Brésil qui a... Là aussi, il y a un plafonnement de vos commissions. Si j'insiste sur ce côté plafonnement, parce que c'est la question que vous pouvez redouter, parce qu'il y aura une réforme des tickets restaurants, des titres restaurants, normalement à l'été en France. Oui. Donc au Brésil? Alors, en fait, il y a 2 pays dans le monde où le système s'était déséquilibré, c'est-à-dire où l'employeur payait moins que ce qu'il devait donner à son employé. Donc, si je suis votre employé et vous devez me donner 100 en tickets restaurant, dans ces 2 pays, et c'est les 2 seuls pays au monde, l'employeur donnait moins de 100. Et donc, il se trouve que le marchand, dans un premier temps, devait payer la différence plus nos commissions. C'est pour ça que dans ces 2 pays, les gouvernements ont dit on arrête, on rééquilibre le système et on est reparti pour un tour. En France, on n'est pas du tout dans cette... Même si le Brésil, ça vous coûte combien? Ça vous coûtera combien? Écoutez, le Brésil, au pire, ça nous coûtera entre 150 et 170 millions d'euros. Oui, quand même. Mais c'est encore une fois, c'est un effet une fois et le marché est en croissance à 2 chiffres. Donc, sur le premier trimestre 2026, Edenred, en dehors de cela, a cru à 2 chiffres au Brésil. Parce que, comme en Italie, les solutions sont plébiscitées. D'accord. Ça sera, évidemment, c'est pas très comptable ce que je dis, mais un jeu à somme nulle quand? C'est-à-dire quand est-ce que la progression de l'Italie fera que, en fait, vous aurez dépassé le coût de l'amende? Je pense qu'il va nous falloir à peu près 3 ans. À 3 ans, c'est long. C'est long, mais encore une fois, en tant que chef d'entreprise, je suis aussi dans un temps long. Il y a la réforme de cet été, en France cette fois-ci. Oui. Même si la France n'est que 14%, on va le rappeler. Enfin, c'est quand même important. Et le ticket restaurant, c'est 8%. Oui. Vous redoutez qu'il y ait aussi plafonnement de votre commission qui est de combien pour l'instant? Alors, en France, les commissions publiques sont de l'ordre de 4%. Oui. Public, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a un tarif public, et après, en fonction des volumes, il y a des négociations. Mais donc, ça ne peut pas être plus que cela. D'accord, ok. Et là, donc, on sait que vous vous démenez beaucoup pour éviter qu'il y ait une trop grande modification de cette réforme. Comment est-ce que vous la voyez? Comment est-ce que vous la percevez? Alors, et quelles sont vos inquiétudes, ou au contraire Écoutez, la réforme telle qu'on l'a comprise est une bonne réforme. C'est-à-dire que, ça fait 2 ans, 2 ans et demi qu'il y a eu plusieurs concertations avec plusieurs ministres. À chaque fois, les concertations et la conclusion arrivent à peu près à la même chose. En France, la priorité, c'est la fin du papier. Tous les pays du monde n'ont plus de tickets restaurant papier. Passons au digital dans ce pays. Le dernier ticket papier au Brésil était en 2016. Oui, mais le Brésil est très en avance. Oui, mais donc c'est une très bonne chose pour tout le monde. Plus de papier. L'utilisateur va pouvoir payer à l'euro près. Il va pouvoir payer facilement avec sa carte, son téléphone portable, et ça fait des facilités de caisse et d'encaissement pour les marchands. Donc ça, c'est la priorité numéro 1 qui est dans la réforme. Priorité numéro 2, c'est faire en sorte que le système reste bien équilibré, c'est-à-dire qu'il ne se déséquilibre pas. Vous aimez bien la question d'équilibre. Mais oui. Et donc, les remises aux employeurs vont être interdites. Ce qui est une très bonne chose, ce qui permet d'éviter, dans 20 ans, de se retrouver dans la situation italienne ou brésilienne. C'est pour ça que cette réforme est une bonne réforme. Ça fait 2 ans qu'elle est discutée.
Maintenant, elle doit être présentée, votée, qu'on ait un cadre stable et qu'on puisse investir. Je rappelle qu'en France, il n'y a que 25% des travailleurs qui ont du titre restaurant, 25% qui ont une cantine et 50% qui n'ont rien. L'enjeu, c'est que moi, je puisse investir. J'ai 400 commerciaux en France, j'en veux plus pour développer le marché. Oui, non, on n'a plus le temps, vous reviendrez nous voir. Le plan Amplify que vous avez présenté 25-28, oui. Est-ce qu'avec ce contexte international qui bouscule un peu tout, on ne sait pas très bien quand est-ce que ça va se terminer, cette guerre au Moyen-Orient, les conséquences, choc économique, est-ce que vous êtes encore un peu prudent sur ce plan? Est-ce que vous allez le modifier ou pas? Oui? Non, je Non. ne vais pas le modifier, Voilà, je moi, vais c'est l'amplifier. L'amplifier. Bon, vous nous direz comment. Merci Bertrand Dumazy d'avoir été avec nous. Donc le patron d'Edenred qui est tout content de sa remontada à bourse et puis surtout de ses perspectives. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.